Je suis très heureux d'avoir nos panels de participants aujourd'hui. Dans l'ordre, et dans le désordre sur ma feuille. Sébastien Zito, Mario Rega, Lionel Rangeard. Donc je vais vous présenter dans le désordre du coup. Mario Rega. Donc tu es docteur en biologie, tu es spécialiste en botanique et tu es tombé amoureux du vignoble bourguignon il y a 6 ans si je me rappelle bien. Pardon ? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ok, donc c'est encore mieux. Et en 2014, tu cofondes DAVRD. Alors est-ce que juste tu peux nous présenter ton entreprise ? Donc DAVRD est né en 2016, mais c'est une idée qui a commencé en 2014, donc ça va très bien. Donc l'idée de base de DAVRD, c'est de faire le lien entre les gens qui produisent les vins, donc les viticulteurs, et le reste du monde. En fait, il y a un énorme gap de communication lors de la production du vin et surtout lors des traitements. En fait, on parle des pesticides seulement quand il faut dire c'est dangereux, c'est préoccupant, j'ai pas envie de le retrouver dans mon verre ou de boire quelque chose qui peut être aussi nuisible pour ma santé. En fait, on ne sait pas que c'est des outils qui sont utilisés couramment dans toute l'agriculture en général et qui pour l'instant ils sont presque indispensables. C'est malheureux de le dire, mais pour l'instant on ne peut pas faire sans ce type d'outils. Et donc l'important justement c'est de communiquer, de dire aux personnes qu'est-ce qu'on utilise, quand on l'utilise, comment on l'utilise, pour éviter des contaminations, à la fois justement pour les gens qui s'aiment bien balader dans les vignes, donc les riverains, les touristes, mais aussi les gens de la filière de la production, donc les conseillers de la Chambre d'agriculture, ou encore les salariés de l'entreprise, ou encore tout simplement la personne qui est responsable de la parcelle juste à côté, qui est propriétaire de la parcelle juste à côté. Donc c'est une manière simple d'éviter les contaminations avec des produits qui sont dangereux, mais qui jusqu'à maintenant il n'était pas encore mis en place. Super, merci. Et donc tu parles des vignes, tu parles de pesticides, et à côté on a un spécialiste des sols, Lionel Rangeard. Donc vous êtes directeur de recherche à l'INRA, spécialiste des sols, et vous publiez ici l'Atlas français des bactéries du sol. Et vous étiez sur France Inter hier après-midi, dans la tête au carré. Avant-hier. Mardi. Ah oui. Mais c'est pas grave. C'est parce que je l'ai écouté hier. C'est pour ça. Une émission très intéressante sur les sols. Donc si vous avez l'occasion, réécoutez-la. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos projets de recherche ? Alors oui, je suis spécialiste des sols, mais surtout de biodiversité des sols. Donc j'ai plutôt une formation d'écologie. Je travaille à l'INRA, qui est plutôt un domaine qui fait beaucoup d'agronomie. Et depuis à peu près 20 ans, l'INRA investit dans l'agroécologie. Donc combiner l'agronomie et l'écologie justement pour des pratiques un peu plus vertueuses, un peu moins consommatrices de pesticides, de mécanisation, enfin de tout ce qui est intrants chimiques et énergétiques. Et nos projets de recherche, c'est sur des choses très en amont, bien décrire ce qu'est la biodiversité du sol, parce que c'est un monde relativement inconnu, et notamment on travaille sur les micro-organismes. Donc voilà, développement d'outils, connaître presque de façon naturaliste cette biodiversité, son abondance, ce qui va la réguler. Et puis après, identifier aussi les activités, les fonctions qu'elle est capable de porter, parce qu'elle en porte énormément, ne serait-ce que la fertilité. Donc pour amener de la fertilité naturelle au niveau des parcelles agricoles, c'est pas qu'elle n'existe plus, mais c'est qu'on ne compte plus trop dessus, puisqu'on amène des intrants chimiques. Et puis aussi les protections naturelles des plantes, pour notamment réduire tout ce qui est pesticides en vigne ou dans tous les systèmes de production agricole. Ok, merci. Donc on reviendra évidemment là-dessus tout à l'heure. Et pas encore directeur de recherche, peut-être bientôt. Sébastien Zito, donc tu es aussi en thèse, un collègue. Tu travailles au Centre de recherche sur la climatologie de l'UB, et en particulier sur le risque phytosanitaire dans le vignoble. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet de thèse ? Oui, donc c'est un projet de thèse qui est cofinancé en fait par le Bureau interprofessionnel du vin de Bourgogne et de Champagne. Donc c'est les deux régions viticoles qui cofinancent ce projet de recherche. Et ce projet de recherche, il vise à étudier l'impact du changement climatique sur différentes maladies et ravageurs de la vigne, qu'on retrouve beaucoup dans les deux régions viticoles, via l'observation et la modélisation informatique. Ok, donc un sujet qui est bien en lien avec le Power. Oui. Super.
Donc on va commencer avec vous, Lionel. Une question qui est simple d'apparence, mais... Alors, quel est l'état des sols du vignoble français? Et deuxième question, est-ce qu'il faut qu'on s'en inquiète? Est-ce qu'il faut qu'on en ait peur? Bon, c'est une question un peu polémique, hein, surtout quand elle est posée par des gens qui sont non scientifiques et non experts. En fait, souvent on dit que les sols agricoles, plus largement que la viticulture, sont morts. C'est pas vrai, il n'y a aucun sol mort en France. Il y en a qui sont très vivants, il y en a qui sont un petit peu moins vivants. C'est vrai que les pratiques agricoles, pour certaines, pas pour toutes, sont assez agressives sur la biologie du sol, mais pas que la biologie, hein, le phénomène d'érosion, de pollution, c'est des choses aussi assez historiques hein, qu'on étudie depuis plus longtemps. Au niveau des sols viticoles, alors cet atlas a permis justement de faire un petit peu un inventaire, un T0 de la qualité microbiologique des sols à l'échelle de la France, et bien sûr il y a des vignes, même si c'est des petites surfaces, on arrive à les étudier. Et c'est vrai qu'en vigne, il y a certaines pratiques qui sont un peu plus agressives que d'autres. Alors, on ne va pas stigmatiser sur les pesticides, parce que c'est quelque chose qui est impactant, mais au final, ce qui est surtout problématique en vigne, de mon avis, un d'écologue sur les micro-organismes, c'est le travail du sol. Donc voilà, il y a beaucoup trop de travail du sol en vigne, notamment, et peu d'enherbement, peu de couverture des sols, et c'est ça la principale cause de dégradation biologique des sols agricoles et des sols viticoles. Après, bien sûr, il y a les intrants chimiques comme les engrais, qui ne sont pas très stimulants, et puis il y a les pesticides aussi. Et en vigne, on a beaucoup d'antifongiques contre certaines maladies, et ces antifongiques, à un moment, vont tomber au sol et vont tuer des champignons qui ne sont pas des pathogènes. Parce qu'il y a très peu de pathogènes dans la biodiversité du sol, il y en a quelques-uns qui s'expriment, mais l'immense majorité des micro-organismes sont bénéfiques, et ça va tuer, c'est un biocide qui va tuer d'autres champignons, et même d'autres bactéries à ce niveau-là. Donc les sols viticoles ne sont pas parmi les plus riches en France, c'est clair, en termes de biologie, ils ne sont pas morts non plus, et surtout il y a une énorme résilience de cette biologie, c'est-à-dire que si on change assez rapidement certaines pratiques, il y aura des changements aussi assez rapides de la qualité biologique des sols, et donc de ces fameuses fonctions de fertilité, de protection des cultures qu'elles vont pouvoir exprimer. Ok, alors juste avant de passer aux solutions, aux autres possibilités de cultiver la terre, Mario, je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Ton avis là-dessus, c'est plutôt le même? Je suis complètement d'accord avec Lionel en fait. L'impact de la façon de cultiver le sol et l'impact de la culture en général sur la diversité de la vie à l'intérieur du sol, c'est incroyable. Et avec une façon différente, avec une gestion justement raisonnée de l'enherbement, on peut déjà faire beaucoup. Donc c'est des thématiques tout à fait pertinentes et hyper intéressantes. Ok, alors maintenant je vais recentrer un petit peu plus sur le nord-est et la Bourgogne avec toi, Sébastien. Quels sont les risques pour le vignoble du nord-est? Alors on peut parler de la Bourgogne, de la Champagne, est-ce qu'on peut parler aussi de l'Alsace ou pas? Ok, alors quels sont les risques pour ce vignoble-là? Alors, les risques, actuellement, on va plutôt faire un petit retour en arrière et voir actuellement qu'est-ce qu'on a, pourquoi ce sujet thèse et pourquoi cette question. Parce que si on demande aux viticulteurs, le ressenti, en tout cas dans le monde viticole, c'est qu'on a certaines maladies fongiques telles que l'odium qui semblent de plus en plus présentes dans le vignoble. Ces maladies, elles se développent, elles sont très dépendantes des conditions climatiques. C'est pour ça que je travaille dans un laboratoire climatologique. Et la question derrière ça, c'est est-ce que le réchauffement climatique pourrait être en cause, d'une part, et d'une seconde part, est-ce qu'on arrive à simuler correctement le développement de ces maladies afin de mieux pouvoir les prévoir et de mieux lutter contre ces maladies. Ok, donc c'est bien parce que ça fait la transition avec la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait avec le bio? Qu'est-ce qu'on fait avec la biodynamie? Est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est un véritable impact? Lionel, une idée? Question polémique et sans tomber. Alors je vais parler en termes de sol et de qualité du sol et de qualité biologique, mais aussi physico-chimique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait un inventaire des sols viticoles en France, alors pas avec la classe qu'on a vu derrière, parce que c'est une maille assez grossière, mais avec des sciences participatives, dans lesquelles on a embarqué des groupes de vignerons un peu partout en France, et en Bourgogne d'ailleurs. Et quand on regarde avec vraiment un diagnostic, parce que maintenant on a des outils qui viennent vraiment du diagnostic avec des référentiels sur la qualité biologique, en complément de la physique et de la chimie du sol qu'on fait historiquement. Si on regarde ce bilan sur la qualité des sols, on voit qu'il n'est pas si mauvais que ça, mais surtout que les bios ne sont pas vraiment meilleurs que les autres. Encore une fois, c'est parce que les bios, ils ont un cahier des charges où ils révisent les pesticides de synthèse. Alors je ne vais pas revenir sur le cuivre parce que c'est pour moi un faux problème en termes de toxicité, notamment au niveau de la biologie du sol, surtout aux doses auxquelles on applique aujourd'hui. Par contre, les bios sont hyper consommateurs de travail du sol.
ils en herbent pas plus que les autres, voire même des fois moins, et c'est ça qui est le plus délétère pour la biologie. Donc sur le bio, on commence à avoir quelques références en termes de biologie du sol, mais l'agriculture biologique, elle n'est pas obligatoirement synonyme de biologie du sol, on pourrait faire un peu une formule rapide. Après sur la biodynamie, alors là on manque totalement de références, et notamment sur la biologie du sol aussi, même sur la qualité des sols, et nous on commence un projet qui est financé par l'Agence française de la biodiversité sur des sciences participatives avec justement des parcelles en biodynamie, en bio et en conventionnel, notamment avec le BIVD aussi, donc dans les vignobles bourguignons et aussi de Colmar, donc Alsace, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est des pratiques qui donnent des rendements pas si négligeables que ça, avec des cultures, des lignes qui sont en état physiologique relativement correct. Et voilà, donc c'est sûrement quelque chose aussi qui se passe au niveau du sol, et puis des pratiques des fois bon, un peu fantasmagoriques, mais aussi des vraies pratiques agronomiques, autres les astres, etc. J'ai pas d'avis là-dessus, mais nous on va pas rentrer scientifiquement dans les astres, on va rentrer dans les pratiques. Et donc d'ici 2-3 ans, on saura un peu plus sur la biodynamie et sur ce qui se passe au niveau du sol par rapport à ça. Mais alors, réduire les pesticides, ce serait donc réduire les pesticides sur les feuilles de vigne, feuilles qui tombent elles-mêmes dans le sol, sol qui se nourrit de ces feuilles. Donc est-ce qu'au final, on n'améliore quand même pas le sol si on passe en bio? Alors, en fait, les pratiques, il faut regarder maintenant l'agriculture d'un point de vue systémique, c'est-à-dire qu'on va stigmatiser sur une pratique, mais en fait c'est un ensemble de pratiques, la viticulture. Voilà, en termes d'entretien de la ligne, entretien du sol, amendement, taille, etc. Et si on regarde d'un point de vue systémique, on va combiner des choses qui sont positives et négatives. Et aujourd'hui, on connaît très bien l'impact de telles pratiques. Par contre, on ne sait pas trop la résultante de toutes ces pratiques. C'est relativement difficile à simuler. Et c'est les réseaux participatifs qu'on veut accumuler, aussi démultiplier, pour avoir ces notions-là. Donc on sait que le travail du sol, c'est pas bien. On sait que trop de phyto, c'est pas bien. On sait qu'enherber, c'est bien. On sait que mettre des amendements organiques, c'est bien aussi, pour la biologie du sol. Et quand on combine tout ça, des fois, on a des surprises, en positif ou en négatif. Et voilà, c'est un peu les phénomènes de compensation d'une pratique par rapport à d'autres qui font que la résultante, des fois, elle est un peu surprenante. Et notamment sur le bio, où on réduit les phytos, on sait que le bio est perfectible. Réduire les phytos, ça ne suffit pas à améliorer la biologie du sol, même si ça y contribue. Je n'ai pas dit que les phytos n'avaient pas d'impact sur le sol et sur la vie du sol, indépendamment de l'impact qu'ils ont sur nous, ou sur d'autres composants de la biodiversité. Mais le bio est perfectible, notamment par une meilleure couverture des sols, un meilleur enherbement des lignes, moins de travail du sol, des rendements organiques, etc. Ok. Évidemment. Juste une petite précision quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en viticulture biologique, ça ne veut pas dire pas de traitement. Et actuellement, si on regarde dans les moyennes de traitement, dans le nombre d'applications, le nombre de traitements, juste sur le nombre de traitements, je trouve que la viticulture biologique utilise plus de traitements, un plus grand nombre, en tout cas passe plus souvent dans la parcelle, parce que les produits, justement, c'est des produits de contact qui restent à la surface des feuilles et qui décident avec eux. Il ne faut pas juste oublier qu'en viticulture biologique, ce n'est pas de traitement. Il y a toujours des traitements qui restent toujours dans le site pour la santé. Ça, pour l'environnement, c'est important de le rappeler. Alors justement, Mario, la Notify Box, ça il me semble que c'est aussi important d'en parler. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? D'une certaine manière, ça protège aussi la biodiversité des parcelles, dans le sens qu'il protège quand même tous les gens qui gravitent autour des parcelles, donc une biodiversité dans un niveau un peu plus élevé. Mais en fait, c'est des objets connectés qu'on a imaginés justement pour donner l'information, pour visualiser la présence d'un produit phytosanitaire, donc un pesticide, sur une parcelle. Donc si toi, Mathieu, ou quelqu'un d'autre, il se fait une belle balade sur la côte viticole, s'il voit une petite maisonnette avec un joli toit, avec la décoration typique des Bourgognes, qui clignote, il sera à connaissance que sur cette parcelle, en ce moment, il y a un produit détendu et que c'est déconseillé de rentrer en contact avec la plante ou éventuellement d'éviter quelques raisins comme ça de la vigne. En fait, c'est quelque chose qui arrive justement à faire visualiser quelque chose qui est transparent. En fait, les pesticides, les produits phyto sont appliqués lors du traitement et en fait, ils ont une activité. En fait, ils ne sont pas actifs qu'à un seul coup, en one shot. Ça va protéger la vigne comme les autres cultures pour une semaine pour les produits de contact, voire plusieurs jours, voire 10, voire 15 jours pour d'autres types de pesticides. Donc pendant la première période, qui peut aller de 6 heures jusqu'à 48 heures, ça peut être dangereux
pour les personnes de rentrer en contact avec les plantes étendues parce que ça peut apporter soit des irritations cutanées, et là ça va, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est quand même pas désagréable, c'est désagréable. Et sinon, pour arriver justement à des maladies qui peuvent être aussi très dangereuses et qui peuvent justement être très difficiles à traiter, donc je parle carrément des contaminations qui sont réitérées dans le temps, mais quand même, du moment qu'on parle de maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson, des maladies comme ça, c'est quand même des choses auxquelles il faut penser, il faut faire attention. C'est pour ça que justement, comme je disais, c'est un outil qu'on utilise aussi pour les riverains, mais c'est aussi objet pour les gens qui travaillent à l'intérieur de ces milieux et qui n'ont pas forcément tout le temps cette information. Je connais des conseillers de la Chambre d'agriculture qui font les comptages des maladies dans les parcelles lors des périodes de traitement qui n'ont pas forcément cette information tout le temps. Je connais des chercheurs à l'université qui se baladent pour faire de la recherche à l'intérieur des vignes et qui n'ont pas tout le temps cette information. Donc je pense que c'est une action importante, c'est très important pour tout le monde de l'avoir, mais plus spécialement justement pour ces gens qui sont portés à y aller souvent. Ouais, donc alors là, on a un exemple de numérique utile. Ce que disait Laurent, on a un numérique utile, un numérique qui sert les vignerons, les professionnels et les clients. Est-ce que vous pensez à des pratiques numériques qui pourraient dégrader le sol, dégrader le vignoble davantage? Est-ce qu'il y a des produits qu'on nous vend comme étant innovants, numériques, qui vont révolutionner le monde, un peu comme le Roundup, et puis finalement, peut-être qu'il y a plus de risques que de gains? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient comme ça en tête ou... Je n'ai pas spécialement quelque chose en tête comme ça, mais je pense à tous les robots qui font le travail du sol, par exemple. Il y a maintenant, justement, avec la mise en interdiction du Roundup et le mal vu de tous les produits phyto qui servent à désherbant, qui sert à ça, justement, il y a de plus en plus un engouement pour le travail du sol. Et justement, c'est là, c'est très bien, mais ça peut porter aussi justement à des difficultés à maintenir bien la biodiversité. Et là, Lionel, je pense qu'il pourrait dire plus que moi. Indépendamment de ça, on vend de la biodiversité aussi. Maintenant, l'agroécologie, ça devient aussi un business pour de l'agrofourniture. Et on va nous vendre des organismes vivants, des bactéries, des champignons à rajouter au niveau du sol, parce que soi-disant le sol n'est pas en bon état biologique. Bon, déjà dans la plupart des cas, on ne sait pas, la personne n'a pas vérifié que son sol était déprécié d'un point de vue abondance ou diversité des organismes vivants, notamment microbiologiques, et puis on va vendre des bactéries bénéfiques ou des champignons. On a très peu de recul sur ces produits parce qu'il y en a énormément sur le marché. On en a testé quelques-uns, certains marchent moins bien. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut d'abord mieux réhabiliter la biodiversité de son sol que d'en racheter ou d'en rajouter. En plus, elle a peu de chances de s'implanter dans un environnement nouveau auquel elle n'est pas adaptée. Donc voilà, il y a aussi plein, alors c'est pas vraiment du numérique, même si on peut peut-être vendre un service associé en numérique pour un suivi. Et je pense qu'il y a plein de choses aussi à inventer en numérique sur le sol. On parlait notamment avec Mario dans la collecte de données, parce que nous, on a besoin, notamment dans les sciences participatives, de collecter les données des viticulteurs, des agriculteurs, et souvent c'est compliqué, non pas qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont jamais le temps de le faire. Donc d'avoir des choses numériques où on peut aller capter leurs pratiques et les mettre au regard de la qualité, et ainsi identifier les systèmes ou les pratiques qui sont plus ou moins vertueuses. Et puis aussi dans la restitution des données, c'est-à-dire quand on fait des sciences participatives, les viticulteurs, ils aiment bien savoir à quoi servent leurs données, puis comment ils se positionnent par rapport aux autres. Et là, des cartographies interactives avec des référentiels territoriaux, c'est des choses qui seraient hyper intelligentes à développer, sûrement un peu compliquées, mais il y aurait un marché aussi économique par rapport à ça, parce que, ou alors les riverains aussi, qui sauraient que cette parcelle elle est bien biodiversifiée, ou même le vin que l'on boit protège la biodiversité parce que les pratiques sont un peu plus vertueuses. Donc il y a toute une chaîne comme ça jusqu'au consommateur aussi, pas que le viticulteur, qui serait intéressante à développer là-dessus. Ok, merci. Sébastien, quelque chose à rajouter? Non. Bon, en fait, on a parlé de tous les sujets dont je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Je me tourne vers les spectateurs. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Personne. Cédric Villani dit toujours la première question, elle pose problème. Alors on passe à la deuxième question. Est-ce qu'il y a une deuxième question dans la salle? Aucune.
À la troisième peut-être. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Moi, je voulais rajouter une chose qui est toujours, comment dire, qui passe, qui pas forcément exprimée, que je trouve que c'est très important. En fait, on parle d'agriculture, on parle de viticulture, mais on parle très peu des viticulteurs, on parle très peu des agriculteurs. Ils font un travail monstre, très important pour tout le monde, que c'est très important de soutenir et d'accompagner. Je trouve que les agriculteurs français et les viticulteurs français ils font énormément d'efforts pour aller vers les nouvelles technologies et pour faire attention justement aux nouveaux pratiques. Donc c'est un grand mérite de leur part de faire attention à tout ça. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, ils ont une entreprise à gérer, ils ont une comptabilité à faire, ils ont une administration, ils ont du marketing, ils ont des salariés, ils ont la vinification, ils ont la gestion des vignes. Donc, je veux dire, c'est un travail énorme qui tous les jours ils font pour faire arriver des produits de qualité dans les maisons de tout le monde. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire ça, jamais oublier que derrière ce type de produit, il y a énormément de travail et qu'en général, c'est un travail de qualité. Oui, ça c'est sûr. Merci de l'avoir rappelé. Moi, j'avais une petite question pour revenir sur les robots. Je sais qu'à Geisenheim, en Allemagne, ils ont développé le robot Geisi, qui est un robot révolutionnaire. Est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien? En fait, je me pose la question surtout, est-ce que ça n'a pas tendance à aplatir les sols ou à détruire même les racines? Est-ce que ça c'est un risque? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Je ne connais pas spécifiquement ce robot, mais je sais que la robotique est de plus en plus utilisée même en viticulture. Je connais une entreprise française qui est en train d'utiliser des robots justement qui font soit le travail du sol, soit le travail des herbages, tout à fait. Mais il y a aussi les machines à vendanger, tout simplement, qui ne sont pas encore robotisées, mais quand même, c'est pas loin. Et donc, oui, sûrement, il y a un impact sur les sols. Après, à quel niveau, je ne vais pas dire forcément, j'ai pas assez de connaissances sur ces sujets. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des études sur ça. En fait, on peut partir de grands principes. Si le but c'est de désherber, bon, ben non. En fait, il faut laisser les sols couverts et il faut gérer les couverts. C'est-à-dire, si on désherbe, c'est qu'on a des mauvaises herbes qui ne sont pas voulues. Ils vont être super compétitrices avec la vigne ou avec notre plan de culture. Et donc le but c'est de gérer le couvert et l'enherbement de façon à ce que cet enherbement ne soit pas une contrainte mais apporte des services de fertilité, de lutte contre l'érosion, de barrière aussi contre des pathogènes. Voilà, donc les robots c'est très bien, techniquement, moi j'en ai surtout en maraîchage parce que là voilà, c'est plus de la précision, puis on est un peu plus couvert. En vigne, bon déjà la configuration des vignes est pas un peu compliquée, avec les pentes, etc., avec les rangs de vignes, on peut tout faire. Mais ça va coûter cher. Je suis pas sûr que ce soit l'image de la ligne qu'on veut lui montrer aussi, quelque chose de très robotisé, mais bon, à voir par rapport à l'image du vin aussi. Surtout quand on ressort les chevaux depuis quelques années, qui sont pas mis en termes de travail du sol, hein, mais bien ça un peu vite. Mais non, mais il faut pas travailler le sol. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut pas utiliser phyto, sans être. Mais voilà, il faut pas travailler le sol. C'est une catastrophe pour la biologie du sol. Voilà, c'est quand on écroule la maison des organismes du sol. Voilà, donc microbes, faune du sol, etc. Donc bon, c'est très bien d'un point de vue technologique, vraiment d'un point de vue numérique. Après, l'application sur des grandes surfaces et de façon systématique et sans incidence non plus, bon, à voir quoi. Donc il faut laisser faire la nature. Non, c'est pas, il faut laisser faire la nature, parce que le but c'est pas revenir sur des friches. Il faut piloter tout ça. Voilà. Le but c'est de préserver la biodiversité pour l'utiliser. Et c'est un écologue qui vous parle. Hein. Donc moi au début je viens des forêts tropicales, voilà, je travaille là-dessus en thèse. Et l'agriculture, on peut faire de la très belle écologie, et surtout le but c'est de bien la comprendre pour bien l'utiliser. Et c'est pas une vision purement utilitariste et productiviste, c'est qu'elle rend des services historiquement, autant la faire exprimer ces services-là, une fois fertilité, stabilité du sol, réserve hydrique, etc. Et ça permettra de réduire les intrants et la mécanisation. Ok, merci. Sébastien, le mot de la fin? Non. Si, je reviendrai, j'ai quand même une petite question pour donner, mais si un viticulteur, j'imagine un viticulteur récupère une parcelle qui est désherbée chimiquement depuis 20 ans, où le sol est extrêmement compact, plus une herbe ne pousse, est-ce que là, un petit peu de mécanisation et le sol ne serait pas utile? Il y a des choses intelligentes et puis il y a des sols qui ne peuvent pas ne pas être labourés. Quand vous êtes en marne crayeuse, je vais sortir de la vigne, quand vous êtes en marne crayeuse en grande culture, si vous ne labourez pas, il n'y a rien qui pousse. Et pourtant, c'est des grandes cultures céréalières assez productives. Donc là, je n'ai pas dit qu'il fallait
vraiment arrêter le labour, mais il y a toute une différenciation dans plein de types de labour. Il y a des choses qu'on peut faire de façon un peu modérée en surface, parce qu'on a besoin justement de réaérer un petit peu le sol et de booster la vie au départ avec des processus mécaniques. Mais le faire de façon agressive, répétée dans le temps, comme on l'a fait depuis l'après-guerre, bon, il y avait d'autres objectifs de production aussi, hein, la France pour les fins, c'est plus tellement le cas. Voilà, il y a des choses maintenant à adapter. Et bien sûr que la solution, elle n'est pas générique, elle est très locale. Et elle est notamment souvent expérimentée par les agriculteurs et les viticulteurs eux-mêmes. Donc il suffit de les équiper avec quelques observations ou outils de diagnostic pour voir si eux-mêmes ils décident d'aller dans le bon sens ou si ce qu'ils font n'est pas bon et ils se corrigent eux-mêmes. Donc de la personnalisation. Ben oui, il faut du conseil presque local et la plupart des viticulteurs et des agriculteurs font eux-mêmes leurs propres conseils par des petits experts à partir du moment où ils ont des outils de diagnostic ou d'observation. Ok, eh ben merci beaucoup, merci à vous trois.